C'est sous l'égide de Margaret Thatcher et de François Mitterrand que le tunnel sous la Manche aura pu finalement se réaliser, après 2 siècles de scepticisme, de crainte et de difficultés technologiques. En 1993, des milliers de voyageurs pourront chaque jour traverser la Manche en empruntant le 2e plus long tunnel ferroviaire du monde, l'Eurotunnel. Depuis 2 siècles, l'idée de relier la France à l'Angleterre n'a cessé d'enflammer périodiquement les esprits. Une de ces visions ira au-delà de la planche à dessin. En 1880 commence à 2 pas de Folkestone, en Grande-Bretagne, le percement d'une galerie devant relier le cap Blanc-Nez, en Normandie. Malheureusement, en 1883, Londres, effrayé de voir un envahisseur emprunter le tunnel pour envahir son territoire, fit arrêter les travaux déjà bien entamés. Mais en cette fin du XXe siècle, la Grande-Bretagne n'est plus protégée militairement par son insularité. Et il devient évident, avec le marché commun florissant, que Londres, dans son intérêt, doit être relié au continent européen. Seule exigence britannique, le tunnel sera financé exclusivement par des capitaux privés. L'ouvrage lui-même permettra à nos 2 pays de démontrer que notre vieille Europe est toujours capable d'inventer, de se surpasser et d'étonner le monde. Le 20 février 1986, les gouvernements français et britanniques ayant ratifié les accords nécessaires, les travaux peuvent commencer. 12 000 ouvriers vont concrétiser ce que certains vont appeler le plus fabuleux projet du siècle. Des navettes ferroviaires pouvant transporter les voyageurs et leurs véhicules rouleront à près de 170 km/h dans ce tunnel long de 51 km. Londres ne sera plus qu'à 3h30 de Paris. L'Eurotunnel suit pratiquement le même tracé que celui commencé en 1880. À Coquelles, près de Calais, un énorme puits de 60 mètres de profondeur a été creusé afin d'atteindre la couche de craie bleue qui relie le sous-sol de la Normandie à celui de Kent. Et c'est dans cette roche particulièrement imperméable et facile à extraire que sont forés les 2 tunnels ferroviaires et la galerie d'urgence. De nombreux corps de métier sont représentés. Arpenteurs, maçons, électriciens et bien sûr les miniers venant des bassins houillers de Pas-de-Calais et du pays de Galles. La haute technologie est aussi présente comme en témoigne ce tunnelier creusant et bétonnant en même temps. Cette machine voit sa trajectoire contrôlée par un satellite artificiel. Ne pouvant pas reculer, cette énorme taupe de 1200 tonnes sera déviée de sa trajectoire et enterrée afin de permettre le raccordement des portions anglaises et françaises. 1er décembre 1990, l'Angleterre cesse virtuellement d'être une île. Les équipes anglaises et françaises viennent de faire la jonction avec un écart de seulement 50 cm par rapport à la trajectoire prévue. Mais le travail n'est pas terminé pour ces 12 000 ouvriers qui doivent encore creuser 2 autres tunnels. Et comme le disent les Britanniques, avec leur célèbre humour, au prix de 80 milliards de francs, l'été 1993 verra définitivement le continent européen cesser d'être isolé de l'Angleterre. Ces hommes et cette femme sont des héros. Vaisseaux spatiaux s'écrasant au sol, raz-de-marée, naufrages spectaculaires, le cinéma est friand de catastrophes en tout genre. Pour que de telles scènes ne débouchent pas sur de vraies catastrophes, d'étranges Gullivers sont appelés à la rescousse. Ils sont chargés de construire un monde de Lilliputiens que l'on pourra détruire sans regret, ou de créer des mondes imaginaires auxquels n'ont pas accès les caméras. Impossible de pénétrer sans guide dans l'univers si insolite des modèles et des maquettes miniatures.
Et quel guide pourrait être plus qualifié que les frères Skotak, dont le studio Forward est le plus réputé de Californie. Heart and Souls, le dernier film de Ron Underwood, est une comédie fantastique. Les 4 héros périssent dans un accident de bus. Mais leur esprit quitte leur enveloppe charnelle et vole au-dessus de San Francisco. Les décors n'étaient pas tous reconstituables en taille réelle, et Ron Underwood a fait appel à Forward pour réaliser, par exemple, une maquette de San Francisco vue du ciel. Le quartier général des frères Skotak se trouve à Burbank. Ils y ont peu à peu affiné leur savoir-faire et sont passés maîtres de l'illusion. Dans ce simple hangar, des univers entiers ont été reconstitués pour des films comme Aliens, Abyss ou Terminator 2. Ces 3 performances ont chacune valu à Dennis et Robert Skotak un Oscar. Les 2 frères sont d'éternels adolescents qui continuent à réaliser leurs rêves d'enfant. À 6-7 ans, on s'amusait à faire des maquettes de rues, de villes. Nos voisins nous croyaient complètement timbrés. Ils nous voyaient sortir de la cave tous ces trucs, tous ces immeubles, et puis les mettre sous des projecteurs en pleine nuit pour les filmer. On a fait quelques films en 8 mm. L'un d'eux était une adaptation de La Machine à remonter le temps. On n'avait pas beaucoup de moyens, mais on soignait les effets spéciaux pour rendre nos films plus spectaculaires. Et cette collaboration continue aujourd'hui. C'est une grande force de travailler à 2. On se complète. Dennis s'occupe surtout du rendu photographique, de la lumière. Moi, je supervise les plans. Je m'occupe de la direction artistique et de ce qu'il y aura sur l'image. Aujourd'hui, les créateurs d'effets spéciaux préfèrent filmer séparément les différents éléments d'une scène pour les réunir ensuite en une seule image. Dans ce spot publicitaire réalisé par Ridley Scott, les frères Skotak ont ainsi utilisé des modèles réduits, des images de synthèse et des images réelles qui ont été assemblées grâce au montage numérique pour un résultat soufflant. Mais les frères Skotak n'hésitent pas non plus à utiliser une méthode plus ancienne et plus traditionnelle, le trucage à la prise de vue, dans lequel on filme successivement différents éléments sur un même négatif. Ce trucage à la prise de vue permet de montrer très rapidement le résultat au réalisateur, au producteur ou au directeur artistique. Comme ça, il y a moins d'ambiguïté. Tout le monde préfère ça, et nous aussi. Cette technique a été utilisée par les frères Skotak sur des films comme Darkman, Tremors ou encore le Dracula de Coppola. Pour réaliser l'explosion atomique de Terminator 2 dont rêvait James Cameron, les 2 méthodes ont été utilisées. Ils savent comment rendre un trucage parfait. Pour les buildings qui s'effondrent et l'onde de choc qui dévaste progressivement la ville, ils ont choisi les images de synthèse. Mais ils ont aussi utilisé des tournages en accéléré et des photos miniatures. La séquence finale n'a rien à voir avec le storyboard initial. La séquence de l'autoroute a demandé une attention toute particulière.
C'était une maquette énorme. Il fallait toute une batterie de canons à air pour que les automobiles s'envolent. On a dû tirer les véhicules et les palmiers avec des cordes pour être sûr que tout disparaisse de la route. Ces trucages à la prise de vue sont très longs à préparer, mais l'image obtenue est beaucoup plus convaincante et réaliste. Elle rend un événement tel qu'il se déroule dans la vie. Quand on regarde un trucage à la prise de vue, on voit une image cohérente. Les trucages à réaliser sur Heart and Souls sont d'une toute autre nature. Le film s'ouvre sur une vue aérienne de San Francisco la nuit. Nous avons choisi de réaliser cette séquence à partir d'une maquette pour créer une atmosphère onirique, féerique. Un peu comme si la caméra représentait l'œil de Dieu en train de choisir parmi tous les habitants de San Francisco les futurs héros de l'aventure qu'il a en tête. Pour cette gigantesque maquette, il a fallu fabriquer plus de 200 immeubles miniatures en plexiglas. Chacun d'eux a été peint en noir, à l'exception des toutes petites fenêtres. La maquette est éclairée par en dessous, et on obtient ainsi l'illusion d'une ville brillant de mille feux. Pour donner l'impression de vrais nuages, on a utilisé des fibres en polyester, celles qui servent à remplir les coussins. C'est parfait tant qu'ils ne s'aplatissent pas. On n'a jamais vu de vrais nuages s'aplatir. On a eu besoin aussi des frères Skotak pour la dernière séquence. La scène se passe dans une magnifique serre de San Francisco, au mur de verre. Après s'être embrassés, les deux héros commencent à valser au son d'un orchestre mexicain. Placée sur une grue, la caméra s'élève progressivement, sort de la serre et continue à s'élever dans le ciel étoilé. Tourner un plan pareil en décor naturel s'est avéré beaucoup trop compliqué. L'équipe de Forward a donc construit une réplique au 1/5 du toit de la serre. Pour que l'illusion soit parfaite, les Skotak ont utilisé la technique de la rétroprojection. Les images du couple enlacé sont projetées sur un écran placé dans la maquette. Une caméra contrôlée par ordinateur filme à son tour ces images à travers le toit de verre et s'élève petit à petit jusqu'au faux ciel étoilé. Cette technique de transparence a très tôt été utilisée par le cinéma, mais l'effet obtenu n'était pas très convaincant. Aujourd'hui, grâce au progrès des éclairages, il est difficile de déceler la supercherie. Afin de faciliter la rotation à 180 degrés de la caméra, la maquette de la serre sera filmée sur un de ses longs côtés. Pour obtenir le ciel, on a recouvert un large panneau noir de morceaux de ruban brillants. On a collé chaque étoile à la main. Éclairer le matériau est si brillant qu'il donne l'impression d'une belle nuit d'été. Il ne reste plus qu'à projeter la séquence du couple, tournée dans la vraie serre. Pour dissimuler le trucage, Dennis a eu l'idée de recouvrir les vitres d'une fine couche de buée. On peut encore distinguer le couple en train de danser, mais l'image est de moins en moins précise au fur et à mesure que la caméra s'éloigne. Alors que les voyages spatiaux n'étaient encore qu'utopie et rêve d'enfant, le cinéma multipliait les maquettes d'engins extraordinaires destinés à sillonner ce monde imaginaire. Un grand nombre de ces films de science-fiction délirants ont été conçus loin d'Hollywood, dans les studios de l'ex-URSS. La guerre froide n'a pas empêché les studios américains de racheter certains de ces films qui étaient ensuite remontés et rebaptisés.
Il y avait dans ces films des effets spéciaux extraordinaires. Les Russes avaient une imagination folle et un vrai talent créatif. Enfant, les frères Skotak adoraient ces films russes. Robert a toujours rêvé de rencontrer deux artistes de cette époque-là, dont il n'a pas oublié les prouesses techniques. Pavel Klushantsev et Mikhail Koryukov. Après la chute du mur de Berlin, Robert s'est rendu en 1992 à Moscou. Il a rencontré les deux pionniers qui avaient nourri son imagination. La rencontre a été très chaleureuse, très amicale. Nous avions de chaque côté des milliers de questions à poser sur nos méthodes respectives, sur nos similitudes ou nos différences. La chose la plus difficile à simuler était l'absence de gravité, parce que les câbles qui maintenaient les acteurs à 2 mètres du sol étaient énormes et les empêchaient de bouger naturellement. Il fallait se débrouiller pour trouver un angle de prise de vue où le corps du comédien cachait tous ces fils métalliques. J'ai appris que certaines techniques inédites utilisées dans 2001 l'Odyssée de l'espace avaient déjà été exploitées par Pavel dans les années 50. Pour remercier les frères Skotak de s'être déplacés, les deux artistes russes leur ont offert ces photos de plateau, derniers témoins d'une époque oubliée. En 40 ans de carrière, Pavel et Mikhail ont réalisé de vraies prouesses, mais n'ont jamais été reconnus à leur juste valeur. Cet amour pour les films de science-fiction a été très profitable aux frères Skotak pour réaliser les effets spéciaux d'Alien. Lors de la fameuse scène où un vaisseau spatial s'écrase avec fracas, Denis et Robert ont combiné les maquettes et les transparences. Pour qu'un tel trucage fonctionne, il est essentiel de donner l'illusion de poids. Le décor a ainsi été recouvert de terre et de poussière en grande quantité. Quand la maquette s'écrase, des nuages s'envolent, comme si quelque chose de très lourd les avait déplacés. Le film comporte de nombreux autres trucages à la prise de vue, comme pour cette scène. La maquette du véhicule, qui faisait environ 1,50 m, était trop légère. Pour qu'elle aille à la vitesse voulue, nous avons dû construire un plan incliné. Pendant que l'engin descendait, le caméraman reculait sur une dolly pour donner l'impression que le terrain était plat et que le tank fonçait tout droit. Le vaisseau de Batman 2 sort lui aussi des ateliers de Forward. Il a fallu construire un tunnel, miniature mais long quand même de près de 4 mètres. Ce tunnel était étanche et rempli de brouillard. Mais ce brouillard ne devait pas être trop épais pour que la prise de vue soit tout de même possible. Le vaisseau avait son propre moteur et pouvait atteindre 65 km/h. Un objet allant à 60 à l'heure et frôlant la caméra, ça peut être dangereux. Le caméraman était équipé d'un casque de moto et il s'était entraîné à sauter sur le côté juste avant que l'engin ne lui rentre dedans. Koryukov et Klushantsev n'imaginaient sûrement pas que leurs trucages artisanaux allaient être à l'origine d'images d'une réalité aussi confondante. Avant le tournage d'une séquence d'effets spéciaux, ceux-ci sont soigneusement détaillés sur des storyboards qui donnent la position exacte de chaque élément, plan par plan. Dans Heart and Souls, pour la séquence de l'accident d'autobus, le réalisateur Ron Underwood a l'intention de se servir d'un vrai bus, sauf au moment où le véhicule franchira la rambarde du pont. Là, les Skotak entreront en scène avec un modèle miniature. On commence par filmer un brouillon avec une ébauche de maquette pour se rendre compte des difficultés qui vont se poser.
La maquette devra tomber de façon naturelle, comme le ferait un vrai bus. Elle doit défoncer la balustrade au bon endroit et venir s'écraser à un point précis. Aucun détail ne doit être négligé si l'on veut que le spectateur oublie qu'il s'agit d'un simple jouet d'enfant. La maquette a été équipée de minuscules ampoules pour être éclairée de l'intérieur, comme son modèle. La balustrade est prédécoupée avec soin pour être sûr qu'elle sera bien détruite. L'éclairage du décor est une étape cruciale à laquelle Dennis et ses collaborateurs consacrent de longs efforts. La réussite du trucage dépendra en grande partie des effets de lumière qui permettent de gommer les imperfections des maquettes et de composer une ambiance naturelle. C'est Jim Towler qui a construit le modèle réduit du bus et qui s'est occupé de son aménagement. Le bus est posé sur une plaque de métal qui coulisse le long d'un rail. La plaque est tirée par un câble qui passe sous le pont, puis remonte jusqu'au plafond. Des sacs de sable feront office de lest. Quand on les lâchera, le câble fera avancer la plateforme et on aura l'impression que le bus roule. Pour rendre l'accident plus réaliste, Dennis a même prévu des étincelles miniatures. Robert s'occupe lui-même de la finition. Ici, une ombre à rectifier, là, une flaque d'eau à rajouter, pour que la rue de carton se mette à vivre. Chaque mouvement doit être défini à la seconde près, car la fragilité de la maquette ne permettra pas de recommencer la prise indéfiniment. Quand tout a l'air au point, la caméra est déclenchée, le modèle réduit lancé. Un problème imprévu est apparu à la projection vidéo de la première prise. Les ombres sur les murs et sur le pont révèlent la supercherie. On voit le bus rebondir sur les coussins. Pendant que les maquettistes repeignent le bus maltraité par la chute, Dennis rectifie les éclairages. Les frères Skotak auront toute la nuit pour trouver une solution. Le lendemain, l'équipe de Forward est à pied d'œuvre pour réaliser l'idée qu'ils ont eue. On va essayer de dissimuler au maximum le rebond du bus sur le sol en mettant des objets au premier plan. Il y aura une voiture et un parc-mètre. Jim fabrique en un tour de main un parc-mètre en mousse de polyéthylène et en plastique qui ressemble à s'y méprendre à son grand frère. Le parc-mètre est placé près d'une aile miniature et Robert vérifie à l'œilleton de la caméra que l'effet ne paraît pas trop artificiel. Tous les éléments sont en place, chacun retient son souffle. La deuxième prise est la bonne. L'illusion est parfaite. Le résultat est à la hauteur du travail fourni. L'équipe est très satisfaite par ce qu'elle peut voir à l'écran de contrôle. Ce parc-mètre, nous l'avons rajouté pour résoudre un problème technique. Et finalement, grâce à lui, le plan est bien meilleur, parce que ce repère souligne la profondeur de champ. Il y a une façon particulière de filmer les maquettes, et pour ça, les frères Skotak sont vraiment les meilleurs. Ils savent exactement quels éclairages sont les bons pour que le résultat soit parfait. Après avoir travaillé 18 à 20 heures pour finir un trucage,
On est tout heureux d'avoir résolu tous ces problèmes qui paraissaient insolubles. Ça fait vraiment plaisir. Et puis un nouveau défi se présente, et on se demande si ça en valait vraiment la peine. Pour nous, la vraie récompense, ce n'est pas de recevoir un Oscar. C'est de voir sur l'écran un trucage réussi. Savoir que des milliers de gens vont le voir et l'apprécier.